tout s'est fait, mais c'est incroyable parce que tous les obstacles qu'on se met dans notre tête, dans notre mental, et qu'on croit être des obstacles, quand on est animé par quelque chose de plus puissant que nous, les obstacles n'existent plus. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle invitée pour un épisode de la série Pour les perchés. Je pense que les auditeurs réguliers du podcast ont maintenant bien compris que le nom de cette série ne veut en aucun cas dire que la personne n'a pas les pieds sur terre, au contraire. Cela signifie juste qu'elle a choisi un chemin de traverse, un chemin que tout le monde n'emprunte pas, car lié parfois à quelque chose d'invisible, d'impalpable, mais qui, une fois vécu, est tellement fort qu'il n'est plus possible de le remettre en doute. J'ai rencontré Agnès en août 2020, alors que je venais tout juste de me réinstaller en France. Je ne savais pas trop quoi faire ni où aller, mais je savais qu'une de mes priorités était de travailler ma voix, car j'avais de grands complexes à ce niveau-là, et je vous en parlerai peut-être un jour dans un épisode solo. En cherchant un stage de chant, je suis tombée sur l'intitulé « Libération de la voix » qui m'a tout de suite parlé, et je me suis donc inscrite. C'était mon premier stage de, disons, développement personnel, mais également la première fois que je faisais un vrai grand pas pour essayer de me libérer de ma peur et de ma honte de chanter. J'ai adoré ce stage qu'organisait, comme vous l'avez deviné, Agnès. Surtout, j'ai adoré la vision qu'elle nous offrait sur la voix. Une vision que je n'avais jamais entendue nulle part ailleurs et qui peut-être pourrait être résumée ainsi. Toutes les voix sont belles et personne ne chante faux. Quoi? C'est quoi encore cette histoire? Je vous laisse un peu mariner dans cette interrogation, car nous aborderons véritablement ce sujet dans le deuxième épisode de l'interview, où Agnès nous aidera à balayer toutes les idées reçues que nous avons sur la voix et sur le chant, en nous proposant un regard au niveau vibratoire, énergétique et spirituel. Dans l'épisode du jour, nous découvrons comment Agnès est passée de contrôleuse aérienne à chanteuse lyrique et à coach, et surtout comment elle s'est réalignée avec les désirs de son âme, en apprenant à passer du faire à l'être, grâce au chant. Et s'il était possible d'être plus libre intérieurement, en libérant sa voix, et vice-versa? Et si une rencontre pouvait changer le cours de son existence? Je n'en dis pas plus et je laisse place à l'interview. Je m'appelle Agnès Lamberty-Nègre, j'habite actuellement en Belgique, mais j'ai beaucoup voyagé et je pratique le coaching, j'appelle le coaching que je pratique le coaching soi et voix, parce qu'il est beaucoup à base de voix, mais il s'agit surtout d'amener la personne à déployer son potentiel à travers des techniques vibratoires que j'utilise et qui sont variées, dont la voix. Quand j'étais petite, je crois que j'étais très remuante en fait, parce que j'avais envie de découvrir la vie, j'étais pleine d'énergie et je faisais 36 000 choses. Je jouais beaucoup dans la cour de récréation, j'organisais toujours des grandes parties de gendarmes et voleurs, j'organisais toujours plein de choses. J'ai toujours aimé organiser, donc je fédérais toute la classe, voire toute l'école, pour faire des choses ensemble. Et j'aimais bien être le leader, voilà, c'est un truc chez moi, j'aime bien animer, j'aime bien être le leader. Et j'adorais chanter, j'ai toujours adoré chanter. J'allais à la messe parce que maman aimait que ma sœur et moi, nous allions à la messe tous les dimanches, même si on n'était pas très fanatiques. Moi, ce que j'aimais dans la messe, c'était chanter. Donc, je chantais avec grand bonheur.
Et je chantais aussi beaucoup en marchant, en me déplaçant, puisque à l'époque nous n'avions pas de voiture et on faisait pratiquement tous nos trajets à pied. Et je passais mon temps à chanter. Et déjà à l'époque, je chantais, je me souviens des Ave Maria, enfin un Ave Maria, un petit peu à ma sauce que j'avais pêché à droite à gauche, et je chantais ça au bord de la mer, puisque j'ai vécu toute mon enfance au bord de la mer du côté de Toulon, et je me revois en train de longer la mer, en train de chanter Ave Maria, un petit peu comme je le sentais, mais vraiment avec tout mon cœur, ça c'est sûr et certain. Ah. Et une petite question par rapport à cette Ave Maria, est-ce que c'est parce que donc les chansons que tu connaissais, tu penses, étaient beaucoup liées du coup à la messe, ou est-ce que tu avais vraiment déjà un amour de ce type de chant religieux? Non, j'avais pas vraiment. En fait, c'est que ce que j'aimais beaucoup, on écoutait beaucoup la radio, et je connaissais, comme toute gamine de cet âge, j'avais peut-être une dizaine d'années, je connaissais tout ce qui passait à la radio. Donc je chantais aussi beaucoup de chansons de la radio. Mais je trouvais que l'Ave Maria avait quelque chose de libérateur, d'ouvert, de grand, et j'aimais ça, chanter mais ouvrir comme ça, et c'était tellement bien, et je pouvais chanter à tue-tête, j'ai toujours aimé chanter un petit peu à tue-tête, voire même peut-être que je criais certainement sans trop m'en rendre compte. Donc c'était pas du tout une attirance religieuse, c'était plus le côté ce côté dynamisant ou ouvert de ce fameux air d'Ave Maria qui m'inspirait. Ok. Et quand tu étais petite, est-ce que tu te souviens si tu avais des rêves en particulier, que ce soit des rêves de métier ou autres, des rêves de voyage? Alors, je rêvais d'être médecin, chanteuse, comédienne et astrologue. D'accord. Parce que j'avais envie de soigner les gens, j'avais envie de chanter, de jouer la comédie, d'être sur scène, et j'avais envie de toucher à des milieux un peu plus ésotériques. Et ce qui est très bizarre, c'est que maintenant j'aide les gens à aller mieux dans leurs émotions, dans leur être, etc. Que je travaille autour de la voix, et que j'utilise aussi dans mes outils thérapeutiques, on va dire, mes outils de développement personnel. J'utilise aussi des choses qui sont en lien avec le symbolisme, que ce soit l'astrologie, la numérologie ou des choses comme ça. Mais ça m'intrigue ça. Donc est-ce que ça veut dire que quand tu étais enfant, tu baignais un petit peu déjà dans un univers ouvert à tout ce qui était lié à, je sais pas, l'énergétique, l'ésotérique? Pas vraiment dit de cette façon-là, mais ma mère, par exemple, a toujours eu un petit peu des contacts, des choses, je sais pas, des perceptions, des choses qui lui venaient, mais pour elle, c'était tout à fait naturel. Elle a été élevée à la campagne, et elle a toujours un peu communiqué, on va dire, naturellement avec les animaux, avec les plantes. Alors, c'est pas vraiment une communication où les plantes et les animaux lui parlaient, mais elle avait un ressenti particulier et une ouverture particulière envers les plantes, les animaux, ou des choses un peu particulières. Des fois, elle disait, tiens, telle personne qui est décédée depuis un moment, elle m'a dit ça. Mais voilà, comme quelque chose qu'elle entendait. Elle entendait pas nécessairement des voix, et elle passait pas son temps à ça du tout. Mais pour elle, c'était très naturel, parce que ça faisait partie des choses évidentes de la vie. Donc peut-être que j'ai, de façon un peu inconsciente, intégré ces choses-là, intégré le fait que percevoir des choses au-delà de la matière était quelque chose de naturel, et pas quelque chose de si extraordinaire que ça. D'accord, ok. Et au niveau de ce cadre familial, tu racontais que vous alliez à la messe. Est-ce que quand tu étais petite, tu croyais en Dieu? Tu devais aller à la messe, mais est-ce que toi tu avais un lien de croyance, de foi? Moi, j'étais bonne élève petite, donc j'allais au catéchisme, on m'apprenait qu'il existait Dieu Jésus, donc je pensais qu'il existait Dieu Jésus, mais j'avais pas, je pense, de foi profonde, de croyance profonde. C'est juste que c'est ce qu'on m'enseignait, donc j'appelle du coup maintenant plus ça une croyance, mais j'avais un enseignement autour de ça. Mais il n'y avait pas d'aspiration à la foi ou de choses comme ça. C'est pas quelque chose qui m'a interpellée, ni enfant ni plus tard, parce que
moi j'aime bien voir la spiritualité comme quelque chose de plus élargi que la religion. Je pense qu'on peut croire aussi bien en Dieu qu'en Bouddha, qu'en ce que l'on veut, et qu'on peut élargir notre champ de croyance. Ouais. Et une dernière question qui concerne, disons, le domaine de l'enfance. Est-ce qu'il y a un message que tu aurais aimé entendre quand tu étais petite et que tu n'as pas entendu? Peut-être le message de me dire que on peut tout faire. Les choses ne sont pas aussi préétablies et aussi on ne doit pas autant rentrer dans les rails que ça, parce qu'évidemment mes parents, en bons parents de cette époque en plus, avaient envie que leurs enfants aient un métier sûr, un métier sécuritaire, etc. Et donc du coup, ils laissaient pas tellement d'espace à tout ce qui était artistique. Enfin oui, ils nous laissaient notre espace artistique si on le désirait dans nos jeux, mais au-delà de ça, si on avait dit moi je veux faire un métier artistique, je pense que ça leur aurait fait très peur et qu'ils ne seraient pas du tout allés dans ce sens-là. Donc peut-être que c'est ce message-là que j'aurais aimé entendre, mais en même temps, je l'ai pas entendu, c'est pas grave parce qu'après je l'ai trouvé par moi-même. Donc voilà, je sais pas si vraiment ce genre de choses limite notre évolution ou si au contraire ça nous force à trouver nos propres forces intérieures. Oui, c'est une très bonne question. On va passer maintenant de façon un petit peu chronologique à la suite de ton histoire et on va s'intéresser au parcours professionnel. Donc, il me semble que tu as fait une belle carrière dans l'armée de l'air. Oui, tout à fait. Est-ce que, oui, tu voudrais bien nous en parler un petit peu, nous dire comment tu en es arrivé à faire ce métier? Eh bien, peut-être un petit peu par hasard, parce qu'en fait, à l'issue de mon baccalauréat, j'ai voulu faire des études, mais bon, je me suis dit peut-être passer des concours, c'est pas une mauvaise chose. Donc j'ai passé ce concours un petit peu par hasard. Hein, c'est un concours de circonstances, et je me suis trouvée à être reçue pour être contrôleur aérien. Et il s'avérait que c'était dans l'armée de l'air. Donc moi, je connaissais absolument rien de l'armée. Je me suis dit oui, pourquoi pas, là ou ailleurs, pourquoi pas. Et puis je me suis retrouvée du jour au lendemain dans l'armée sans avoir aucune connaissance de ce que pouvait être le métier de militaire. Donc j'ai appris à la fois mon métier de contrôleur aérien, qu'on appelle aussi aiguilleur du ciel pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est-à-dire ce sont des personnes qui guident les pilotes dans leur avion, voilà, lorsqu'ils circulent dans l'espace aérien. Et donc j'ai fait à la fois ma formation technique de contrôleur aérien et une formation militaire, puisque j'ai exercé pendant plusieurs années le métier de contrôleur aérien dans l'armée de l'air. Et comment tu te sentais dans ce métier? Est-ce que tu te sentais à ta place? Ouais. Alors j'aimais beaucoup parce qu'il y avait un côté un peu aventure, un côté un peu original quand même, particulier. J'aimais beaucoup l'ambiance dans laquelle on travaillait, parce qu'on était vraiment des équipes soudées, on faisait des tours de garde, etc. Donc il y avait beaucoup de contacts humains, beaucoup de choses intéressantes. Et puis après, au fil du temps, quand on monte en grade dans cette spécialité particulièrement, le travail devient de plus en plus administratif. En fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Mon travail est devenu plus administratif. Donc là, j'ai commencé un peu à m'ennuyer parce que ça correspondait un peu moins à ce que j'avais envie de faire. Et puis, pendant tout ce temps, je continuais toujours à m'intéresser à des choses un peu particulières. Alors, à tout ce qui touchait aux méthodes de soins un petit peu parallèles, les soins énergétiques, les méthodes de soins énergétiques, la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, le yoga, toutes sortes de choses comme ça, la psychologie. Et je m'intéressais par moi-même, par des lectures, par des conférences, par certaines formations, etc. Je m'intéressais à ça. Et de plus en plus, je sentais que j'avais envie d'amener ma vie plus vers ça que de rester dans ce travail qui m'avait apporté pendant un certain temps quelque chose de très positif et de très agréable, mais qui, au bout de plusieurs années, ne satisfaisait plus vraiment ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et justement, tout cet intérêt pour les médecines parallèles, quand est-ce qu'il a commencé? Est-ce qu'il a commencé alors quand tu étais déjà très jeune?
parlais d'astrologie et tout ça. Du coup, est-ce que ça a continué à l'adolescence Voilà. En fait, justement, l'astrologie, c'est peut-être l'une des premières choses à laquelle je me suis intéressée. J'étais adolescente à l'époque. Mon idée, c'était vraiment aller révéler l'âme, aller trouver la personne dans ce qu'elle est en profondeur. Alors ça, c'est mon côté scorpion, puisque je suis du signe du scorpion. Et le scorpion, il aime bien aller dans les tréfonds, dans le subconscient. Il aime bien aller chercher des choses comme ça. Donc, j'ai commencé par l'astrologie. Et puis après, de fil en aiguille, quand on commence des choses comme ça, et puis qu'on aime, qu'on est passionné, ben, il y a une foultitude de choses à découvrir. Et donc, surtout par les lectures, je sais pas combien de livres j'ai pu lire dans ma vie, mais c'est vrai que j'en ai lu vraiment beaucoup. Et des lectures, des mises en pratique de choses, peut-être parfois un peu disparates et un petit peu a priori dans tous les sens, mais après coup on se rend compte que le dans tous les sens il a quand même un centre et qu'il y a une cohérence dans notre recherche. Quand on est attiré par quelque chose et quand on a envie d'aller vers quelque chose, c'est jamais pour rien, c'est parce qu'à la base, il y a une racine qui correspond à ce que l'on est profondément. Donc voilà, je me suis intéressée à l'astrologie très jeune, je me suis intéressée à tout ce qui était médical, comme je te dis, je voulais être médecin, donc tout ce qui était soigner, aider, rendre la vie des autres plus joyeuse, plus belle, et le monde autour de nous plus joyeux et plus beau parce que les gens seraient plus souriants et libérés de toutes leurs charges, rien que ça. Hein. Mais donc, est-ce que tu dirais que tu avais le sentiment d'avoir des idéaux vraiment forts, et c'était ça qui te poussait à t'intéresser à tout ça? Je dirais pas que c'était un idéal. Enfin, après, ça dépend de ce qu'on met sur les termes qu'on utilise. Pour moi, un idéal, c'est une conception mentale. Moi, c'était pas une conception mentale, c'était un truc intérieur qui me poussait vers ça. Et il n'y avait pas vraiment d'idéal précis, parce que comme je te dis, c'était un petit peu de tout. Même des fois, je me disais, mais enfin, tu t'intéresses à 10 000 choses différentes. À une époque, j'étais gamine encore, j'avais même pris une formation par correspondance pour être détective, parce que ça m'intéressait d'aller étudier. Enfin voilà, c'est pour dire qu'il y avait plein de choses qui m'inspiraient et qui m'appelaient, même si elles étaient parfois un peu bizarrement éloignées les unes des autres. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu expliques sur le fait que maintenant, après toutes ces années, que tu réalises que finalement peut-être qu'en fait il y avait une forme de logique derrière tout ça, ou un fil conducteur. C'est vrai que j'aime beaucoup voir ça comme un puzzle. En fait, on voit qu'il y a des pièces qui se rassemblent et qui forment quelque chose. Et donc donc tu as fait voilà tous ces stages et des formations aussi, je crois. Et est-ce que tu avais dans l'idée que ce soit pour peut-être te reconvertir ou pas du tout? C'était vraiment pendant des années et des années par pure curiosité. Alors ça a été pendant des années par pure curiosité, et puis à partir d'un certain moment, j'ai quand même eu envie de me reconvertir et de changer de métier. Mais tous les stages et toutes les formations que j'ai faites, elles n'étaient pas à visée de reconversion, elles étaient vraiment pour nourrir ce que j'avais besoin de nourrir. Et c'est trouvé qu'après, ça m'a aidé pour ma reconversion, notamment par exemple toutes mes études en voix et en chant, parce que j'ai étudié la voix et le chant lyrique pendant une dizaine d'années quand même. C'était vraiment pour le plaisir et parce que je sentais qu'à travers le chant, il y avait quelque chose de moi qui pouvait se développer. Il se trouve qu'après, j'ai utilisé cette connaissance de la voix et du chant pour mon travail, mais à la base, ça n'était pas pour me reconvertir. C'était vraiment, là aussi, c'était vraiment un appel intérieur. Tout ce que j'ai pu faire comme formation, même ma formation de kinésiologie qui a duré 4 ans, elle m'a servi aussi évidemment pour ma reconversion ensuite, pour être thérapeute en kinésiologie avec la voix, etc. Mais à la base, ça n'était pas pour devenir thérapeute. C'était vraiment pour travailler sur moi et pour me nourrir de cette matière de la kinésiologie. Petite parenthèse, si tu te demandes ce qu'est la kinésiologie, il s'agit d'une technique d'énergétique corporelle, à l'aide notamment de certains mouvements, de massages sur différents points du corps et de ce qu'on appelle des tests musculaires. Tout ça dans le but d'aider à lever des blocages psycho-émotionnels. Et donc pour qu'on ait une image un petit peu précise de la chronologie, pendant combien d'années est-ce que tu as travaillé comme contrôleuse aérienne et quand est-ce que tu as commencé à te former aux thérapies alternatives?
Ça me fait réfléchir, peut-être au bout de une quinzaine ou une vingtaine d'années de mon travail de contrôleur aérien, j'ai commencé à faire un peu plus de formation. Je pense que c'est aussi au moment où j'ai trouvé à travers le chant quelque chose de plus énergétique, de plus ouvert, où du coup j'ai ouvert aussi des espaces en moi. Donc en tout, j'ai fait 25 ans de contrôleur aérien, tout compris. Et au bout de 25 ans, j'ai quitté mon métier pour faire mon travail de reconversion. Donc ça, déjà, voilà, c'est une chose. Mais j'ai fait des formations avant avant d'arriver à ces 25 ans. Ce qui fait qu'au moment de ma reconversion, j'avais déjà travaillé la voix et le chant, j'avais déjà mon diplôme de kinésiologue, j'avais déjà pas mal de choses en poche qui m'ont permis de me lancer, et j'ai eu l'opportunité de me lancer assez vite, en premier lieu en donnant des cours de chant, puisque c'est ce que je savais faire, et puis après en développant ça autour de la thérapie par la voix, puis la thérapie sur soi, puis maintenant le coaching, etc. Donc ça aussi s'est développé au fil des ans. D'accord. Et justement, le chant. Venons-en au chant. Donc tu nous racontais que quand tu étais petite, tu avais déjà énormément de plaisir à chanter. Est-ce que tu vas continuer à chanter à l'adolescence aussi? Est-ce que tu as pris des cours de chant assez rapidement? Est-ce que tu jouais d'un instrument? Est-ce que voilà, tout ce domaine-là, est-ce que c'était quelque chose qui était très présent dans ta vie depuis toute petite? Est-ce que c'est resté, quoi? Alors, c'est toujours resté en moi, mais j'ai jamais fait ni d'études de musique, ni d'études de chant étant enfant. Par contre, je chantais à l'église au bout d'un certain temps. On demandait un petit peu des chœurs, donc il m'est arrivé de chanter. Dès qu'il y avait à l'école quelque chose autour de la musique, un petit spectacle ou autre chose, j'étais toujours volontaire. Donc j'ai fait un petit peu des choses par-ci, par-là. Quand j'ai commencé en tant que militaire, je me souviens d'une des formations que j'avais faites, et en tant que militaire, tu sais, à l'époque, on devait se déplacer puisqu'on était en école, donc on devait se déplacer en groupe, on appelle ça des sections, c'est-à-dire en rang et marcher au pas. Ce qu'on voit dans les défilés, nous, on faisait tous nos déplacements depuis nos logements jusqu'au centre d'études, on se déplaçait en marchant au pas. Et donc, on pouvait, si on voulait chanter, parce que le fait de chanter nous permettait de garder le rythme pour marcher au pas. Évidemment que j'adorais ça, évidemment que j'étais pas la seule, il y avait 2 ou 3 autres filles qui, elles, chantaient en chorale et avaient l'habitude, elles faisaient plusieurs voix et tout, mais on s'amusait, on se faisait vraiment plaisir à chanter aussi fort qu'on avait envie, parce qu'on pouvait chanter très fort. Et donc voilà, donc j'ai toujours chanté d'une manière ou d'une autre. Et bizarrement, en effet, le chant, les cours de chant en tant que tels se sont révélés à moi-même assez tard, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai pas commencé à prendre des cours de chant à 18 ans. Quand j'ai commencé, je crois que j'avais 33 ans, il me semble, 32 ou 33 ans, voilà. Et ça s'est fait encore une fois par hasard, mais on sait bien que le hasard, ce sont des signes envoyés par l'univers pour nous donner un peu des petits cailloux sur le chemin. Et en fait, c'est une amie qui me disait, mais moi je chante dans une chorale, ça te dirait pas de venir avec moi? Moi je dis, oui, moi j'ai toujours aimé chanter, tiens, pourquoi pas aller dans une chorale? C'est un truc que j'ai jamais essayé, pourquoi pas? Et donc je vais dans cette chorale et c'était sympa, je chantais. Et il se trouvait que dans cette chorale, il y avait de temps en temps des intervenants qui venaient faire ce qu'on appelait de la technique vocale, donc qui venaient nous enseigner comment placer la voix, faire un son, etc. Et très peu de temps après mon inscription dans cette chorale, une magnifique femme est venue nous faire un cours de technique vocale un dimanche matin. Et c'était une chanteuse de l'opéra de la ville où j'habitais à ce moment-là, qui était Tours. Et quand elle a commencé à chanter, elle nous a juste fait un son haut, mais un haut magnifique. Et alors là, je suis tombée amoureuse du chant. Ça a été, oui, ça c'est trop beau, je veux faire ça. Et du coup, je suis allée vers elle et j'ai demandé si elle donnait des cours. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec Sophie. Et donc, c'est un peu avec elle que j'ai commencé à m'ouvrir. Alors, comme elle donnait des cours de chant lyrique, tu vois, je suis tombée dans le lyrique par hasard. Elle aurait donné des cours de chant jazz ou variété, j'aurais chanté du jazz ou de la variété. Ah oui, d'accord. Voilà, elle donnait des cours de chant lyrique parce qu'évidemment, elle était chanteuse lyrique à l'opéra. Moi, chant lyrique, je n'y connaissais rien du tout. La première fois, elle me demande qui est-ce que tu connais comme chanteuse d'opéra? Alors là, sueur froide, je ne connaissais personne, je n'écoutais que la radio
je sais plus quoi, où on entendait les chanteurs du moment. Et donc, heureusement, m'est revenu le nom de Maria Callas. Tout le monde connaît le nom de Maria Callas, donc ouf. Je dis Maria Callas, ah oui, c'est bien. Mais en fait, je connaissais pas du tout ni ce qu'elle chantait, ni je connaissais rien du tout au répertoire de l'opéra. Et donc, j'ai tout découvert parce qu'évidemment, ça m'a super passionnée. Donc, du coup, je te raconte pas le nombre de disques, de CD et autres d'opéra que j'ai acheté à ce moment-là, de partitions et tout le reste. Et donc, j'ai commencé le chant avec elle comme ça. Et puis après, j'ai eu un autre professeur dans cette même ville qui, lui, a aussi été une grande aide dans mon évolution au niveau du chant parce que lui, il m'a tout de suite proposé de me produire. Il avait des chorales, il avait plein de choses. Il m'a proposé de me produire en soliste, pas dans ses chorales, donc de faire des solos. Et ça m'a un peu propulsée. Alors, je vais dire propulsé sur le devant de la scène, mais restons quand même au niveau où c'était, c'est-à-dire c'était pas non plus la Scala de Milan, hein. C'était dans des concerts, parfois dans des maisons de retraite, parfois dans des églises, voilà, des choses comme ça, toutes choses que peut faire une chorale locale. Et cela étant, je ne critique pas du tout parce que j'ai adoré, vraiment, c'était super. En plus, chanter en soliste avec des chorales, c'est toujours génial parce qu'il y a le chœur derrière qui accompagne quand on fait des choses, ou alors qui soutient même s'il accompagne pas. Donc c'est à la fois pouvoir donner de sa voix comme soliste et en même temps sentir le chœur derrière soi qui nous accompagne, et sont des choses super à vivre. Donc voilà. Ce deuxième professeur de chant m'a vraiment mis le pied à l'étrier en me disant mais si tu peux chanter en public et en soliste, il y a pas de problème, tu peux y aller. Donc voilà, j'ai commencé à faire des choses avec lui. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres professeurs de chant. Je me suis déplacée beaucoup dans ma carrière, évidemment, en tant que militaire, on a beaucoup de mutations. Et puis j'ai rencontré plein de professeurs à qui que je remercie tous, ils m'ont apporté plein de choses. Jusqu'à ce que je rencontre le dernier professeur de chant avec qui j'ai travaillé, et le dernier vraiment, je travaillerai plus avec personne après cette personne-là, parce qu'elle m'a ouvert vraiment des portes extraordinaires au niveau de la voix et du chant, puisqu'elle abordait le chant comme quelque chose de beaucoup plus énergétique et de beaucoup plus même spirituel, mais pas dans le sens spirituel religieux, dans le sens spirituel, notre lien à un grand tout plus grand que nous. On va en parler de façon plus approfondie de cette rencontre. J'aimerais juste te poser 2-3 questions encore sur ces années de chant. Si j'ai bien compris, tu t'es professionnalisée alors? Alors, j'étais amateur au début et puis ensuite, je me suis fait payer, oui, pour parler clairement. Je me suis fait payer pour chanter au bout d'un moment. Parce que c'était important aussi pour moi, pour reconnaître aussi tout le travail que j'avais fait sur ma voix et pour reconnaître le fait que j'étais une chanteuse professionnelle et pas juste une amateur bénévole qui rendait service, tu vois. Parce qu'au niveau de la valeur qu'on s'accorde, c'est important aussi. Oui, intéressant. De le souligner. Et est-ce que tu as eu l'envie d'augmenter ces concerts, de vraiment en faire un métier à temps plein, ou est-ce que pendant toutes ces années-là, tu étais vraiment très heureuse en fait de cet équilibre entre tes deux métiers? Pendant quelques années, j'ai vraiment eu envie d'être plus connue au niveau du chant, et j'ai fait tout ce que je pouvais à mon niveau pour ça. C'est-à-dire que je me suis même autoproduite pour pouvoir me faire entendre. J'ai démarché des chefs de chœur, etc. Mais là, c'est quelque chose, ça a été un chemin un peu difficile, voire parfois douloureux, parce que j'ai toujours eu un peu de mal à atteindre les personnes que j'aurais voulu atteindre et à me réaliser au niveau du fait d'être chanteuse comme je l'aurais peut-être souhaité. Et là, c'est pareil, avec du recul, je me rends compte aussi que si j'avais pu vraiment rentrer dans le milieu du chant comme je le souhaitais, ça aurait peut-être été dommage, parce que du coup, je n'aurais pas développé les choses que j'ai développées à côté, c'est-à-dire la thérapie par le chant, aider des gens à se déployer à travers ça. Je n'aurais pas non plus peut-être eu le temps ou l'opportunité de continuer à me former dans toutes les différentes approches thérapeutiques dans lesquelles je suis formée. Et maintenant, je ne ferai pas le métier que je fais. Et franchement, maintenant, je suis tellement heureuse de faire le métier que je fais. Je n'ai plus du tout de regrets. Et depuis quelques années, j'ai laissé un peu de côté le fait de vouloir à tout prix me produire, être entendue, passer des auditions et tout ça. D'abord, j'ai un peu passé l'âge. Il y a malheureusement une limite d'âge. Je trouve ça totalement injuste.
Voilà, il y a certains concours, je t'assure, certains concours pour être soliste et tout, on dit il faut avoir moins de 50 ans Ah bon, et c'est pas d'accord. voilà et c'est pas juste, on a le droit de chanter après 50 ans quand même. Mais bon, c'est peut-être que on est dans une une société de jeunisme, je ne sais pas. Mais bon, voilà, peu importe, de toute façon, une fois de plus, tu vois, c'est toujours la même chose, nos parcours de vie, je crois très fort que nos parcours de vie, même si nous, on veut à tout prix aller dans un sens qu'on croit bon pour nous, bah, la vie, elle nous dit, non, non, cocotte, c'est pas dans ce sens-là que tu dois aller. Va plutôt un peu vers celui-là. Alors en même temps, j'ai quand même fait des choses au niveau du chant. Je me suis quand même produite et j'ai fait des choses super et qui m'ont beaucoup plu et je me suis éclatée dans ce que j'ai fait. Peut-être pas autant que je l'aurais aimé à l'époque, mais avec le recul maintenant, je suis vraiment contente que ça n'ait pas marché comme j'aurais voulu à l'époque que ça marche. Parce que je suis sûre que ça m'aurait enlevé de l'énergie et du temps pour ce que j'ai mis en place et qui me sert maintenant et qui est capital maintenant. Bah, c'est très beau et c'est vrai que comme tu le soulignais avant, il y a toujours eu cet appel aussi à aller vers le soin de l'autre. Et il aurait manqué ce côté-là si tu étais allé uniquement dans la chanson pure. Et donc c'est ça. c'est vraiment intéressant de voir ça avec tellement d'années de recul, je trouve. Maintenant, j'aimerais justement qu'on passe à cette fameuse rencontre. Voilà, je suis très curieuse de cette dame, de savoir comment tu l'as rencontrée et qui est-elle, quoi. Alors, qui était-elle? Malheureusement, elle est décédée, mais elle a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans, donc elle a vécu une très belle vie, une vie riche et une vie d'enrichissement des personnes qui l'ont côtoyée. Pour moi, c'était une sage, cette personne. C'est un maître, pour moi, enfin, ça paraît peut-être exagéré, mais c'est un maître spirituel. Comment je l'ai rencontré? Eh bien, c'est pareil, ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important de garder en tête, c'est que parfois, on se trouve dans des moments difficiles de notre vie, on comprend pas pourquoi on est dans un moment difficile, mais de ce moment difficile va déboucher quelque chose, à partir de ce moment difficile va déboucher quelque chose, va sortir quelque chose de chouette. Et moi, il se trouvait que j'avais, pendant une période, des problèmes de santé un peu embêtants, des problèmes intestinaux que je n'arrivais pas à régler. J'étais pas bien, donc j'allais voir médecin. Alors moi, je me suis toujours toujours de préférence tournée vers des médecins un petit peu plus parallèles, donc des homéopathes, acupuncture, etc. Et donc j'étais allée voir une acupunctrice qui était super, une femme extraordinaire. Et cette dame, Marguerite, je lui explique que j'étais chanteuse, que j'aimais chanter, que j'avais envie de développer mon chant, etc. Et que je cherchais un professeur justement à l'endroit où j'étais. À cette époque-là, c'était à Paris. Et elle me dit, mais vous devriez aller voir cette dame. Parce que là, je me souviens de ces paroles, elle m'a dit, là, vous êtes en train de vous dessécher. Oh là, je me suis vue comme une espèce de, je sais pas, de légumes tout secs, tu sais, au fond du frigo, je ne sais quoi. Oh. L'image n'était pas extraordinaire. Et donc, je suis allée rencontrer cette dame parce que je cherchais un professeur de chant. Et alors là, ça a été une dame qui avait déjà à l'époque 84 ans, mais on lui en donnait 70. Ah oui. Ouais. D'accord. J'ai su après coup qu'elle avait 84 ans, mais moi je pensais qu'elle avait dans les 70. Une dame, j'allais dire grande, mais je crois même pas qu'elle était plus grande que moi. Moi, je fais 1m74 et je pense qu'elle était un peu plus petite, elle devait faire dans les 1m68 peut-être, mais elle avait une telle prestance et une telle présence qu'en fait, on avait l'impression d'être face à une dame, une grande dame, mais c'était une grande dame vraiment. Et donc, elle me reçoit pour voir un petit peu ce que je faisais en chant. Et je chantais déjà en professionnel, donc je me faisais déjà engager pour une chose ou une autre de temps en temps. J'avais postulé, j'avais passé des concours, etc. Donc, je savais que ma voix, j'avais une voix de chanteuse lyrique, voilà, sans problème. Et donc, elle m'a écoutée et elle m'a dit « Ok, moi, je veux bien travailler avec vous, mais il va falloir qu'on recommence tout de zéro. » Alors, il y avait 10 ans que je chantais comme chanteuse lyrique, j'étais un peu impressionnée. Et elle me dit, et vous devez arrêter tout ce que vous faites. Et justement, à l'époque, je chantais dans un chœur amateur, mais très renommé à Paris, avec lequel on faisait vraiment des choses chouettes. On venait d'ailleurs d'enregistrer une émission pour, à l'époque, c'était Antenne 2, qui produisait des émissions de musique classique, et on avait été enregistré dans une cathédrale, voilà, pour un concert. Donc, on faisait vraiment de belles choses, des choses qui étaient porteuses et qui étaient chouettes.
Et en même temps, je venais aussi de rencontrer un autre professeur de chant qui était professeur au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Donc, c'était quand même un professeur aussi qui avait un niveau intéressant pour moi. Et donc, cette dame en question me dit, si vous travaillez avec moi, vous arrêtez tout ce que vous faites. Parce que ce que vous faites pour l'instant, c'est complètement à l'envers de ce que moi je vais vous apprendre. Donc, si vous voulez travailler avec moi, vous arrêtez tout ce que vous faites, vous vous consacrez à travailler avec moi 2 fois par semaine, au moins, pour commencer, et on travaille ensemble. Sinon, si ça vous intéresse pas, ben voilà, vous m'oubliez, vous continuez ce que vous faites. Oh, mais pour moi, ah oui, mais elle était comme ça. Et je l'ai déjà entendu refuser de prendre des gens parce qu'elle savait qu'elle pouvait pas les aborder de la manière dont elle voulait aborder la voix et le chant. Donc, elle savait très bien ce qu'elle voulait, vers quoi elle voulait aller. Et quand je suis sortie de là, mais j'étais bouleversée parce que je savais que je devais aller voir cette femme et continuer avec elle. Mais alors, j'étais très embêtée de quitter le chœur dans lequel je chantais parce que j'aimais beaucoup ce chœur. Et j'étais très ennuyée de devoir annuler les cours que j'avais prévus avec ce professeur, cet autre professeur du conservatoire, parce que je venais juste de commencer avec elle et je me sentais un peu mal à l'aise, si on est toujours un peu mal à l'aise de faire faux bond à quelqu'un. Bon, voilà. Et puis, après, au plan pratique, j'habitais quand même en banlieue parisienne à, quand tout allait bien, 1 heure, voire 1 heure et demie de route ou de train pour aller prendre ses cours à Paris. Et je travaillais toujours à l'époque, donc ça voulait dire 2 soirs par semaine sortir du travail en courant pour aller soit prendre le RER, soit prendre ma voiture, faire au minimum 1 heure de route pour aller prendre une demi-heure de leçon de chant, et puis ensuite encore la même chose au retour, et ça 2 fois par semaine. Ah donc c'était un petit peu compliqué, plus le côté financier, parce que ça voulait dire que je prenais 2 cours de chant par semaine, donc il y avait déjà un certain coût aussi, et toutes les semaines, etc. Donc c'était un investissement de temps, d'argent, d'énergie, de plein de choses. Je le savais consciemment, mais à l'intérieur, mon cœur, il me disait oui. Tu vas y arriver, tu vas le faire. Tu vas trouver les sous, tu vas trouver, tu vas trouver le temps, Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon mari, écoute, je dois prendre des cours avec ce professeur et je vais le faire et ça peut pas être autrement. Et je l'ai rappelé, ce professeur, le lundi. Elle m'avait dit, vous m'appelez lundi pour me dire votre décision. Je l'ai rappelé, mais ma décision était déjà prise. Et je lui ai dit, c'est OK, je travaille avec vous. Et dans la foulée, j'ai annulé le chœur, j'ai annulé l'autre professeur. J'ai mis tout ça en place et puis tout s'est mis en place presque naturellement. Tout s'est fait, mais c'est incroyable parce que tous les obstacles qu'on se met dans notre tête, dans notre mental, et qu'on croit être des obstacles, quand on est animé par quelque chose de plus puissant que nous, les obstacles n'existent plus. Mais c'est vrai que c'est incroyable cette histoire. Parce que cette première rencontre, finalement, en tout cas les quelques aspects que tu nous as décrits d'elle, les quelques phrases qu'elle t'a dites révèlent une forme aussi de sévérité et malgré tout ça, tu savais que c'était vers là qu'il fallait aller pour toi, quoi. Tout à fait. C'est vrai que c'était une femme, elle essayait pas de te charmer, hein. Alors, loin de là. Elle t'écoutait. Ok, ça va pas. Elle m'a montré un peu comment elle travaillait. Elle m'a fait faire 2-3 exercices avec sa manière d'aborder la voix. Ok, d'accord, j'accepte de vous prendre, mais c'est tant de l'heure, tant de fois par semaine, vous abandonnez ça, vous laissez ça, etc. Et c'est à prendre ou à laisser. Et voilà. Et petite parenthèse, est-ce que à cette époque-là, comme ça faisait des années que tu étais dans une forme de cheminement intérieur, est-ce que tu avais l'envie d'avoir un maître spirituel? Est-ce que c'était quelque chose qui te traversait l'esprit de temps à autre, même si tu n'étais pas forcément à la recherche, mais est-ce que c'était quelque chose un petit peu dans l'air? J'étais pas à la recherche d'un maître spirituel, mais depuis petite aussi, quand je rentrais de l'école à pied, je me racontais plein d'histoires et je m'imaginais rencontrer un grand maître chinois qui m'apprenait toute la spiritualité, parce que chinois, tu vois, il y avait le côté très oriental et très lointain, et je me disais toujours, oh là là, si un jour je pouvais rencontrer un maître, qu'est-ce que ça serait bien. Et ça, c'était un truc, tu sais, comme un rêve d'enfant en fait, hein, quelque chose qui traînait un peu dans ma tête, et j'aurais jamais pensé que ce maître pourrait être un professeur de chant. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs après coup, pendant que je travaillais avec elle, hein, parce que tout ce qu'elle disait, c'était waouh, quoi, c'était toujours très puissant et tout. Donc à un moment, je me suis dit, mais en fait, cette personne, c'est un maître spirituel. Et c'est vrai, et d'autres personnes le disaient aussi, hein, je suis pas la seule à avoir dit ça. Donc j'étais pas à la recherche, mais il y avait quelque chose en moi peut-être qui appelait ça.
et je l'ai trouvé, en fait. Tu sais, la fameuse phrase qu'on dit toujours, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui, ah oui. Et justement, alors, ce maître, en tout cas, comment s'appelle cette femme alors? Alors, c'est Madame Dejean, Marie-Henriette Dejean. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as appris avec elle? Qu'est-ce que tu as appris? Quelle est sa méthode ou ses méthodes? Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus, quoi? Oui. Alors, elle, en fait, c'était une personne qui était une extraordinaire musicienne et qui avait un sens du son qui était exceptionnel. Donc elle, son travail, c'était de révéler les voix, d'aller chercher à avoir la voix la plus belle possible. Et pour elle, la voix la plus belle possible, c'était une voix libre. Et donc, elle avait découvert, et c'est vraiment sa découverte et son travail. Hein. Et ensuite, c'est amusant parce qu'on fait des corrélations, on peut faire des corrélations avec un tas de choses, la spiritualité orientale et tout ça, mais ce sont à travers son expérience et ses découvertes qu'elle a trouvé ça. Et en fait, cette femme enseignait le fait que notre voix n'est pas quelque chose que l'on produit à partir de notre propre énergie, mais ça peut être, et c'est comme ça qu'elle est belle, quelque chose que l'on reçoit depuis l'énergie qui nous entoure. Donc, elle nous enseignait à avoir ce que j'appelle moi un geste vocal totalement inversé par rapport à la manière dont on parle ou dont on chante habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, notamment en chant lyrique, on va parler de projeter la voix. Et on parle aussi de ça en technique de théâtre ou des choses comme ça. On va dire de projeter la voix. Et elle préconisait l'inverse, qui était d'appeler l'énergie qui est autour de nous, l'énergie de l'univers, et de laisser cette énergie nous traverser pour fabriquer le son. Ce qui a pour avantage de ne pas utiliser ou de beaucoup moins utiliser notre propre énergie et à la place d'utiliser une énergie qui est à notre disposition, qui est autour de nous. Et ce qui a aussi comme avantage de ne pas nous faire des choses, de ne pas induire de serrage en nous, parce que quand on est dans la projection de la voix, on est dans une forme de contrôle et dans une forme de serrage, et donc à la place d'être dans une ouverture et une ouverture à quelque chose d'autre. Et ça, c'est très puissant parce qu'en fait, c'est vraiment la même chose que lorsqu'on dit cultiver l'être plutôt que le faire. Quand on est dans le faire, on est dans le contrôle, on est dans la production d'un son depuis soi vers l'extérieur. Et quand on est dans l'être, on est dans l'ouverture et dans l'accueil de quelque chose d'autre que nous. Et comment ça a été pour toi d'apprendre à faire ce switch incroyable d'aller du faire à l'être, parce qu'en plus c'est facile à dire, mais c'est là tout le cheminement, je pense, de la vie en général. Donc, exactement, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait ça, et c'est pour ça que ce travail a été bien plus qu'un travail de voix, parce qu'en fait le fait de cultiver ça au niveau de la voix, ça m'a permis aussi de cultiver ça à un autre niveau, et c'est moi maintenant ce que je fais comme travail, utiliser la voix pour ressentir toutes ces choses-là et pour cultiver cet être plutôt que se faire. Alors ce que ça a été pour moi, ça a été un bouleversement total, c'est-à-dire que de voix tonitruante que j'avais, parce que j'ai toujours une voix puissante, hein, je te dis, je me suis exercée en bord de mer à chanter l'Ave Maria toute petite, donc j'aimais bien, voilà, ma voix est puissante naturellement, j'ai pas de problème avec ça. Et tout à coup, il fallait que j'arrête de produire, il fallait que j'arrête de pousser ma voix, etc. Et il fallait que je fasse autrement. Donc j'ai carrément, ma voix est redevenue toute petite, j'avais plus du tout de puissance, bon parce que j'avais plus le droit, dans sa conception, elle ne voulait pas que j'utilise ma puissance, la puissance de voix. Je sais pas si je peux le faire parce que dans l'enregistrement ça risque de saturer, mais quand on produit un son, qu'on pousse quelque chose, là je fais pas trop fort, mais il y a quelque chose qui pousse, et donc il fallait plus que je fasse ça, donc il fallait que je trouve ma puissance ailleurs que dans le fait de projeter un son. C'est compliqué, naturellement, quand on veut projeter un son, quand on veut parler fort, on va parler fort et on va projeter sa voix, tu vois, ça, c'est ce qui nous vient naturellement, où on va crier, et le cri c'est la même chose, c'est quelque chose qu'on produit de soi vers l'extérieur. Et là, il fallait retrouver une puissance, mais
à travers quelque chose qu'on appelait, qui nous traversait. Donc retrouver une puissance en étant dans l'ouverture et dans l'être. Donc c'est tout un chemin de conscience, de perception, de sensorialité, de ressenti qui est super super intéressant, et pour la voix, et comme je te disais tout à l'heure aussi pour le développement de l'être, évidemment. Mais ça ne t'a pas fait douter le fait de commencer en tout d'un coup, par exemple, ayant une voix très très fluette, ou je sais pas si c'est le bon terme, mais moins puissante, en fait. Oui, ma voix était beaucoup moins puissante, oui. Et ça t'a pas fait douter sur cette méthode? Écoute, j'ai jamais douté. Ça, c'est pareil. C'est aussi un truc qui était à l'intérieur de moi. J'ai jamais douté de cette femme. À certains moments, j'en avais un peu marre parce que c'était compliqué. Je me disais, oh là là, ce truc, machin. Mais le fait de perdre ma puissance de voix pendant un temps, je me suis dit, voilà, c'est par là qu'il faut que je passe, et voilà. De toute façon, j'avais rien à perdre. Justement, tu vois, d'où l'intérêt de pas avoir eu une carrière extraordinaire de chanteuse, parce que si j'avais eu une carrière de chanteuse extraordinaire, ça aurait été compliqué. J'aurais eu beaucoup à perdre, mais là, j'avais rien à perdre. J'allais peut-être ne plus faire une ou deux interventions solistes, voilà, mais peu importe, c'était pas si grave parce que je savais qu'au résultat j'allais obtenir quelque chose, et j'ai obtenu. Mais obtenu n'est pas tout à fait le bon terme non plus. J'ai reçu, voilà, j'ai eu plein de cadeaux à travers ça. Et donc, comment ta voix a évolué? Est-ce que c'est possible de mettre des mots dessus entre l'époque avant, oui, avant cette rencontre, et puis maintenant avec toutes ces années où tu as pratiqué ça? Alors, ma voix, de façon très très pratique, j'ai gagné en pratiquant comme ça. J'ai gagné à peu près la moitié de l'octave. J'ai gagné 6-7 notes, quelque chose comme ça. Donc, on va dire, j'arrivais jusqu'au la. Enfin, je sais pas si les gens qui vont écouter connaissent un petit peu. J'arrivais jusqu'au la, et je suis arrivée jusqu'au contre ré, contre mi bémol. Donc voilà, j'ai gagné vraiment un grand espace de voix. J'ai gagné aussi sur la vibration de ma voix, parce que justement, en chantant comme ça, ce qui se passe, c'est que on n'est plus en train d'envoyer quelque chose en ligne directe, mais comme on reçoit une énergie qui nous traverse et qu'on laisse vibrer, en fait, tout notre être vibre, et du coup, la vibration, elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus porteuse de plein de choses. Donc, j'ai gagné aussi en qualité de vibration, et puis surtout, ça a transformé ma vie, en fait. Ça a transformé plein de choses. C'est à la suite de ce travail-là que j'ai quitté mon travail, parce qu'en fait, c'est vrai que je m'ennuyais dans mon travail, mais c'est vraiment ce travail avec ce maître de chant qui a été le déclencheur, parce que je suis persuadée qu'en travaillant de cette manière-là, je me suis réalignée avec mon âme et avec les désirs de mon âme, et que tout à coup, il y a eu une compréhension où je me suis dit, je dois quitter ce travail que je fais parce qu'il ne me satisfait plus, et je dois aller vers ce qui m'appelle, qui est d'aider les autres à trouver leur voie, à se trouver, à aller mieux, etc. D'accord. Et quand tu décris le fait que voilà, la vibration change, qu'on la ressent au niveau, je sais pas si c'est au niveau physique, ou justement la question est plutôt, est-ce que c'est quelque chose que tu ressentais en toi? Alors, c'est de l'ordre du ressenti physique, mais ça va au-delà du physique, c'est-à-dire il y a un sentiment de liberté et de facilité. Mon maître de chant disait toujours qu'en fait, c'est une manière naturelle de chanter et facile, mais ça n'est pas évident de la retrouver. Et elle donnait toujours en comparaison un oiseau, et c'est vrai que moi je parle aussi beaucoup de ça. Je dis, un petit oiseau qui va chanter sur un arbre à 1 kilomètre, il est à 1 kilomètre de toi, il pèse 3,5 grammes, et tu vas l'entendre. Comment ça se fait? C'est parce que justement il est là-dedans, il est dans capter quelque chose et vibrer de ce truc qui te capte. Donc c'est pas une question ni de physique. On disait notamment les chanteuses d'opéra étaient souvent un peu en chair et tout, tu sais. On disait qu'au plus la personne était en chair, au plus ça allait sonner. Oui, c'est vrai, notre corps est un instrument qui résonne, c'est vrai, mais pas que. Comment est-ce que le petit oiseau de rien du tout, il peut résonner à ce point-là? Donc c'est pas ça. En fait,
c'est une sensation corporelle, mais ça va au-delà de la sensation corporelle. Et c'est pas facile à expliquer en mots parce que c'est quelque chose qui se ressent. On ressent dans le corps, mais on ressent aussi quelque chose autour de soi ou dans la facilité d'être. Je me souviens qu'à l'époque où je suivais ces cours, j'avais lu un article qui m'avait beaucoup parlé et dont j'avais fait part à mon professeur de chant. Il m'avait dit oui, mais c'est exactement ça. C'était sur un skieur qui était un skieur de slalom. Et il disait, soit vous skiez normalement et vous êtes dans la technique tac tac, vous passez chaque piqué de slalom là, voilà, mais vous avez une technique particulière et tout. Et parfois il y a un moment magique où vous rentrez dans le flux et alors là votre corps fait tout seul et vous êtes dans quelque chose de plus grand que vous et vous circulez dans ce quelque chose et vous ne touchez aucune des barres du slalom, je sais plus comment ça s'appelle, et ça se fait tout seul et vous glissez comme un rien et vous en fait vous ne faites rien. C'est comme si quelque chose skiait à votre place. Et mon professeur de chant avait cette phrase qui était, moi je trouve très puissante. Elle disait, ça n'est pas nous qui chantons. On n'est pas chanté non plus par quelque chose, mais on se laisse être chanté par quelque chose. Et il faut bien tous les mots là, tu vois. Se laisser être chanté par quelque chose. On est chanté par quelque chose. Et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est accessible à chacun, qu'on a tous cette capacité d'ouverture, peut-être de disponibilité à se laisser être chanté? Oui, je pense que c'est disponible à chacun, mais qu'évidemment il y a un chemin et qu'on n'est pas non plus obligé d'en arriver à pouvoir le faire tout le temps, toujours, etc. Moi, la première, et pourtant je l'ai travaillé des années et des années, je sais que je peux pas toujours rentrer dedans. Alors comme je l'ai beaucoup exercé, je peux assez facilement peut-être par rapport à d'autres personnes. Il y en a peut-être qui peuvent encore plus facilement que moi. Il y en a certainement qui ont ça naturellement et qui le font sans même avoir besoin d'aller le chercher par des méthodes ou autre chose. Mais je pense que de toute façon, l'intérêt n'est pas le but, mais le chemin. C'est-à-dire que de toute façon, essayez ça au moins un peu. Essayez au moins un peu de voir qu'on peut avoir une puissance sans avoir nécessairement recours à notre propre énergie, mais en prenant conscience qu'il y a autour de nous une autre énergie qui peut nous aider à faire le son ou à faire autre chose dans notre vie, c'est déjà bien. Et rien qu'une toute petite prise de conscience, c'est déjà ça. Donc après, selon l'endroit où on veut arriver sur le chemin, on peut arriver au bout du chemin, si toutefois il y a un bout, et je ne sais pas s'il y a un bout, ou juste au début du chemin, mais peu importe. Donc en fait, c'est accessible à absolument toute personne qui aurait envie d'expérimenter ça. Et dans le stage que j'ai fait avec toi, tu nous as expliqué qu'il n'y avait pas forcément besoin d'apprendre à respirer d'une certaine façon. En fait, finalement, qu'il n'y avait pas besoin de technique. Mais ma question, c'est, tu donnais l'exemple de ce skieur, ce skieur qui est vraiment dans le flow ou dans le flux. Sans technique, est-ce que ce serait possible également, ou est-ce qu'il faut quand même une base technique? Est-ce que c'est complémentaire ou pas? Quel est ton point de vue actuellement là-dessus? Alors, je pense que sans technique, c'est possible si on est vraiment libéré de plein de blocages. De blocages sur les croyances sur notre voix, sur la manière de chanter, etc. Et je pense que ça peut être possible. Alors, mon maître de chant parlait d'une chanteuse qui avait ça naturellement. Et à sa connaissance, c'était la seule qui faisait ça naturellement. Elle ne savait pas l'expliquer, elle ne savait pas expliquer pourquoi elle chantait comme ça, mais elle faisait ça naturellement. Donc je pense qu'on peut, du moment qu'on est dans un alignement archi juste et que les choses se font de façon très fluide, qu'on peut très bien chanter comme ça sans avoir de technique. Après, pour moi, il ne s'agit pas d'une technique, plutôt d'une méthode, c'est-à-dire d'une approche. C'est-à-dire que quand on comprend les rouages de quelque chose, on a plus de chances de pouvoir les remettre cette chose en mouvement parce qu'on a compris comment elle fonctionnait. Tu vois, tu peux arriver à faire un bon gâteau juste avec l'inspiration. Allez, tu mets ceci, cela et tout, t'es inspiré, tu fais un bon gâteau. Mais si tu as compris comment fonctionne un gâteau, que pour faire un gâteau, je vous donne à tous le secret, c'est de la farine, des œufs, du beurre
et du sucre. Eh bien, si tu sais qu'à la base il y a ça, et si tu as compris qu'il fallait la farine pour lier, qu'il fallait les œufs pour donner de la densité, le sucre pour autre chose, le croquant, et le beurre pour le fondant, par exemple, ben, tu as compris d'où venait le fait qu'un gâteau était bon, et à ce moment-là, tu vas pouvoir mêler ta technique, voire éventuellement même ta recette, à quelque chose de plus qui est l'inspiration, qui est allez, voilà, je peux mettre cette dose-là ou rajouter quelque chose. Donc, je pense que la conscience de la méthode qui permet d'arriver à ça, c'est vraiment quelque chose de chouette parce que ça permet de retrouver le chemin pour y arriver. Parce qu'on peut très bien l'avoir naturellement, mais ça peut peut-être aussi se défaire aussi facilement que c'est venu, tu vois. Tu peux très bien avoir à un moment naturellement arriver à descendre ton slalom de ski, et puis la fois d'après, tu es en stress ou autre chose, et puis du coup, il y a un blocage, et du coup, tu n'y arrives plus. C'est à ce moment-là que le fait d'avoir décortiqué la méthode peut te permettre de le retrouver, parce que tu retrouves le chemin pour arriver à cet endroit-là. Je comprends. Et donc, est-ce que vraiment, pour savoir chanter, pour chanter, il n'y a pas besoin de savoir bien respirer, concrètement. Concrètement, moi je suis une anti-respiration pour le chant. Très concrètement, la respiration, ça ne sert à rien. Et alors, pareil, je repense aussi à des phrases, ça m'a imprégné de mon maître de chant, qui me disait, moi j'avais appris à respirer, tu vois, pendant plus de 10 ans où j'avais fait le chant lyrique, c'était on ouvre les côtes, on soutient sur la respiration, machin, plein de trucs compliqués. Je faisais, mais c'est compliqué. Et puis, à chaque fois, elle me disait, mais arrêtez donc un peu avec votre respiration. Comme si, tu sais, il fallait arrêter de respirer. En fait, c'est pas ça. C'est que, et moi, la première, les exercices respiratoires, j'en conseille et j'en fais faire beaucoup aux personnes qui viennent vers moi. Parce qu'un exercice respiratoire, pour l'énergie, pour soi, pour la concentration, pour le bien-être, c'est fabuleux. Et vraiment, les exercices respiratoires, je les conseille à 100%. Sauf pour chanter, c'est-à-dire que on ne doit pas appuyer, à mon sens, on ne doit pas appuyer son chant sur la respiration, parce que lorsqu'on appuie son chant sur la respiration, on s'appuie sur quelque chose de mécanique en soi, et on ne peut plus s'appuyer sur quelque chose d'énergétique en dehors de soi qui vient vers soi. Donc, si on est trop dans une mécanique respiratoire, on va installer des contraintes, et toute contrainte intérieure corporelle, qu'elle soit corporelle, émotionnelle, psychologique ou autre, ce que j'appelle moi les blocages, toute contrainte va limiter la voix. Donc, vouloir apprendre à faire une respiration particulière pour faire un son chanté, c'est à mon sens, ça va pas dans la bonne direction pour moi par rapport à ma manière de voir le son et la voix. Et voilà, l'épisode se termine avec cette croyance sur l'importance de la respiration dans le chant que l'on fait voler en éclats. Et dans l'épisode suivant, qui sortira, je vous le rappelle, dans 2 semaines, soit le dimanche 2 juillet, Agnès va continuer à nous faire remettre en question toutes les croyances que nous avons sur le chant. On va donc ouvrir la porte en grand pour laisser s'engouffrer un agréable vent frais qui va venir souffler toutes les idées reçues qu'on a, comme un vrai ménage de printemps. Et ensuite, on pourra toujours choisir de remettre à leur place nos jolis bibelots après les avoir bien époussetés et avoir réalisé combien ils nous apportent au quotidien, ou on pourra tout remplacer. Ou alors on pourra trouver la voie du milieu. En tout cas, peu importe le résultat chez soi, le grand ménage, lui, fait toujours du bien. Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.